on passe à toute autre chose, on fait un petit bond dans le temps et on passe en 1972 avec l'aventure du Poséidon. C'est parti. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a cette fenêtre sur la route de Compostelle qui apparaît sur la moitié du truc. Enfin voilà. Est-ce qu'on a une autre image qui peut être sympa? Allez, on va mettre ça. Alors, l'aventure de Poséidon, film de 1972, réalisé par... Alors, je vais écorcher son nom, je suis désolé, Ronald Neame, avec Gene Hackman, Ernest Borgnine, Caroline Leigh et Leslie Nielsen, qui n'est pas dans un rôle comique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai le même souci avec YouTube qui pop des trucs bien avant la fin de la bière. Ouais, puis là, en plus, c'était vraiment au milieu de la bande-annonce qui nous pop des trucs. Où est-ce qu'on met l'aventure du Poséidon? Est-ce que le film vous a plu sur la base de sa bande-annonce? Film catastrophe, du coup, avec Gene Hackman. Un personnage principal, en rôle d'un pasteur qui essaye de sauver tout le monde. Je vous ai pas fait le pitch, c'est juste, pardon. Le pitch, c'est Gene Hackman sur un bateau, le bateau prend l'eau, Gene Hackman essaye de sauver tout le monde. Ou en tout cas, un petit groupe de personnes qui sont d'accord d'être sauvées. Cool, vous dites cool. Ah. Vous dites cool parce que c'est un bateau qui coule, hein. Je vous connais. Ah, attendez, faut pas que je me trompe de catégorie. Ça, c'est mon avis, c'est votre avis. Vous le mettez dans cool, ça me va très bien. Allez, on le met à côté de Kusai parce que je trouve que c'est thématique avec la vague, c'est très bien. Hop là. J'allais la faire. Zut, je t'ai devancé. L'aventure de Poséidon, pas mal de choses intéressantes à dire dessus, je pense. C'est que, avant tout, il n'y a pas n'importe qui, vous avez vu, il y a Gene Hackman, il y a Leslie Nielsen, à une époque où il n'est pas encore connu pour ses rôles comiques. Et il y a aussi un petit jeune qui est compositeur et qui a fait la musique de ce film, qui s'appelle John Williams. Voilà. Qui a fait donc la bande-son de l'aventure du Poséidon. C'est un film qui a été difficile à tourner aussi, c'est un film catastrophe du début des années 70, donc il y avait pas mal de complications, il y avait pas mal de cascades à réaliser et qui ont souvent été réalisées par les acteurs eux-mêmes, et sinon j'avais lu qu'il y avait plus de 200 cascadeurs qui avaient travaillé sur ce film. Néanmoins, c'est une information à prendre avec des pincettes, il me semble que je l'ai vu sur Wikipédia et j'ai été un peu surpris quand même, je dois l'avouer. Ça fait quand même beaucoup, ça ferait... je sais pas où ils seraient, les cascadeurs, on va dire. Pourquoi ce film? Parce que je trouve que la jaquette est assez intrigante et c'est un film que j'ai souvent vu passer mais dont j'ai rarement entendu parler. Et j'étais du coup assez curieux de son contenu et je suis content d'avoir eu l'occasion d'enfin la découvrir. L'aventure de Poséidon, donc pas mal de choses intéressantes à dire, au-delà de son casting, etc. C'est qu'il a un principe assez intéressant, c'est qu'il retourne le bateau. C'est le naufrage du bateau, c'est une grande vague qui arrive, qui emporte le Poséidon et qui va le faire se retourner. Et du coup, l'ensemble du film se déroule dans le bateau où il va falloir essayer d'en sortir. Et vu que le bateau est retourné en plus, ça veut dire que on va devoir aller de plus en plus bas dans le bateau pour monter de plus en plus haut vers la sortie. Ça crée des décors qui sont assez intéressants, notamment avec, je pense à une scène avec des toilettes, où simplement il y a les toilettes qui sont au plafond avec l'eau qui s'écoule, un effet de lumière brillant dessus qui rend en fait le lieu vraiment beau et ça fonctionne très très bien. Beaucoup de moments où du coup il y a des jeux de perspective avec ça qui fonctionnent très très bien. J'ai noté un truc, c'est que quand le bateau est à l'envers, les tables et les chaises ne tombent pas, donc je me suis dit tiens, c'est une incohérence, et après je me suis dit non, peut-être que dans les bateaux de croisière, parce que moi je vous avoue, j'ai jamais fait de croisière et j'ai jamais pris vraiment le bateau, j'ai pris que des ferries dans ma vie. Est-ce que du coup les tables et les chaises sont fixées au sol pour que quand le bateau tangue en fait ça parte pas dans tous les sens? Je pense que ce serait logique effectivement. Donc j'étais triste, je me suis dit c'est pas une incohérence, je ne peux pas me moquer du film, zut.
Voilà, tout est sûrement fixé au sol, ouais, je suis d'accord, c'est 16, effectivement, je pense que c'est ça. Hum, Mais du coup, ce concept, je le trouve assez intéressant, ça crée pas mal de situations sympas, ça crée pas mal d'enjeux de comment avancer dans le bateau, comment évoluer. Hum, Et l'autre concept intéressant, c'est que c'est un film précurseur. C'est un film précurseur du film catastrophe, ça se faisait pas vraiment avant, pas sous cette forme-là en tout cas. On avait des films catastrophes avec par exemple une araignée géante qui veut détruire une ville, Godzilla, c'est un peu un film catastrophe aussi. Mais là on est sur toute autre chose, hein. On est sur quelque chose d'entre guillemets réaliste, avec un groupe de personnages face à une situation compliquée et qui va devoir essayer de s'en sortir. Euh, Néanmoins, ça rend aussi difficile de l'appréhender parce que, effectivement, on va avoir tendance à le comparer à d'autres films catastrophes. Et les films catastrophes qui ont vraiment marché, c'est surtout à partir des années 90, avec des films comme Twister, Le Pic de Dante, Titanic, surtout. C'est celui à qui on va le comparer. Le jour d'après, etc. Bref. Et ben, c'est difficile parce que le film est quand même pas mal plus vieux que ces autres films-là, et ça pose la question du coup de comment appréhender le film. Si on le prend par rapport à son époque, du coup, bah, il est super impressionnant, il est super intéressant. Les images de bateau, il n'y en a pas tant que ça, mais elles fonctionnent bien, et la caméra essaye souvent de rendre les lieux, de nous rendre compte en fait de la taille de certains lieux, etc. Si on a par exemple une grande pièce de bal, il va faire en sorte de placer la caméra vraiment en haut à gauche d'un coin de la salle pour montrer l'entier de la salle après que le bateau est coulé pour donner une dimension d'échelle, de grandeur, etc. De comment sortir de cette salle, comment arriver justement en haut, etc. Ceci dit, par contre, bah, pour le revoir aujourd'hui, on est obligé d'être un peu téléologique et puis de le comparer avec ce qui se fait actuellement. Et là, on se dit quand même, le film a pris un sacré coup de vieux malheureusement, notamment sur plusieurs aspects, notamment sur l'aspect de l'évolution des catastrophes, c'est-à-dire que très rapidement, on a un groupe de personnages, un groupe qui est présenté d'ailleurs en générique, qui va se retrouver ensemble, qui va devoir s'en sortir. Et donc l'enjeu, enfin plutôt la narration va être on part d'un point A, on va à un point B. À ce point B, il y a un problème, il y a une solution, on trouve la solution, c'est parti, on fait point B, point C, problème, solution, point C, point D, problème, solution, etc. Donc le film est très segmenté comme ça, à plusieurs problèmes, ce qui revient dans pas mal de films catastrophes, mais là, le fait que ce ne soit pas des personnages séparés, qu'il n'y ait pas d'autres enjeux que cette avancée, rend le tout un peu sec. Bonsoir Eila, comment ça va? On est en train de faire les films du mois, et on est sur Poséidon, les aventures de Poséidon. Donc ça c'est le premier problème, c'est qu'on se retrouve du coup à devoir trouver, à chaque fois avoir un enjeu, une solution pour passer après au suivant, qui fait que le film est très segmenté, et en plus ces situations, bah, elles sont pas toujours très passionnantes. Il y a par exemple, à un moment donné, il faut monter une échelle. Et le film va faire 10 minutes sur des personnages qui, l'un après l'autre, vont monter une échelle, en sortant d'un conduit et en rentrant dans un autre plus haut, et en devant faire attention à ne pas tomber dans l'eau qui est en dessous. Le problème, c'est que il y a deux personnages qui tombent dans l'eau de souvenirs, et il y en a un qui s'en sort très bien, il n'y a pas de problème. Le deuxième, par contre, ne s'en sort pas. On ne sait pas exactement ce qui fait que ou non, et du coup, les disparitions de personnages du groupe sont pas très impressionnantes, et les choses qu'ils doivent réaliser sont pas très impressionnantes. J'ai retenu un passage sous l'eau qui est quand même pas mal, où ils doivent à un moment donné plonger et ressortir de l'autre côté. Il y a quelque chose d'un peu claustro là-dedans qui fonctionne plutôt bien. Mais là encore, on a une disparition de personnages un peu gratuite, où on se dit, bon, est-ce que vraiment ça aurait pu être comme ça? Et après, ça aurait pas pu être autrement. Et après, c'est quelque chose que pour moi, j'ai plus de peine à lui reprocher, c'est qu'il a une fin très abrupte quand même. C'est vraiment, les personnages s'en sortent, c'est fini. Et il y a des questions qui restent en suspens, mais non, c'est fini. Mais c'est le propre au film à ces époques-là, encore dans les années 70. Il n'y avait souvent pas de longues conclusions à le retour du roi, hein, c'est sûr.
Et en général, dès que le problème était réglé, c'est fini, on s'arrête là. Le public a vu la résolution, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Une dernière chose par rapport à ce film, c'est le discours de son personnage principal. Le discours de son personnage principal a lui aussi un peu vieilli, j'ai l'impression, parce que c'est un révérend qui est dans un mood, un pasteur qui est vraiment dans un mood. Quand on veut, on peut, faut se sortir les doigts en avant, à l'attaque, etc. Qui engueule les gens quand ils disent qu'ils sont fatigués, qu'ils sont faibles. Et donc il y a vraiment ce côté un peu bourrin. Et en même temps, c'est quelque chose qui est remis en question à plusieurs moments du film. Et j'ai l'impression que le but du scénario, c'est de remettre en question ce discours très méritocrate, très allez, on pousse, on y va, et puis comme ça, c'est bon, on obtient tout ce qu'on veut. Et il faut pas juste compter sur les autres, il faut compter sur soi, et puis il faut se battre. Et j'ai l'impression que le film est un peu critique par rapport à ce discours, mais en même temps, c'est ce discours qui permet au personnage de se sortir de pas mal de situations et de créer une équipe qui va réussir à s'en sortir. Donc le film est un peu ambigu dans son message, j'aurais voulu qu'il soit peut-être un peu plus, qu'il se décide un petit peu plus dans ce qu'il voudrait nous dire. Là, c'est pas forcément très clair. Pour moi, il est pas... Le film est bon, mais c'est vrai que, de par son genre, il a plus vieilli qu'un film type comédie ou un film type drame, etc. Je le mettrais dans OK. Pour moi, bon, c'est clairement pas à la porte du paradis. C'est... Je le mettrais... Allez, je le mettrais devant Knock in the Cabin, dont je ne retiens pas forcément beaucoup plus. Voilà. Film suivant, on va faire un petit bond de 10 ans pile pour partir sur quelque chose de totalement différent. Alors, L'Éventreur de New York Ripper, film de 1982 de Lucio Fulci, film italien avec Jack Hedley et Antonella Interlenghi notamment, pas forcément des grands noms, j'ai regardé ce qu'ils ont fait et je connais pas grand chose, ça reste assez des acteurs de genre. C'est l'histoire de meurtre assez sanglant qui se déroule à New York. Ça va mon chat? Tu veux venir? Mon chat est en manque de câlin aujourd'hui, c'est terrible. En même temps tu me fais tout chou quand tu viens sur mes genoux et c'est déjà très très chaud, il fait déjà très très chaud aujourd'hui. Mais tu peux venir parce que c'est chou. Donc un tueur dans les rues de New York qui assassine du monde et un enquêteur va essayer de retrouver ce mystérieux assassin qui a la particularité de parler un peu comme un canard. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Lo squattore di New York. Alors, qu'est-ce que vous dites? Nope, limite l'enfer cette BA. Nope. Ok, vous êtes rude, ok. Alors je vais vous parler un peu de L'Éventreur de New York. C'est un des tout derniers giallo. Lucio Fulci, c'est un des grands réalisateurs du genre giallo, genre de film d'horreur italien, souvent dont La Tête du Prou et Dario Argento. Des films avec pas mal de mises à mort, assez sanguinolentes et grand guignolesque, des jeux de lumière assez impressionnants et d'autres codes comme ça. Moi, je ne suis pas un expert du tout du giallo, je pense que j'en ai vu 4 ou 5 dans ma vie, donc c'est pas énorme. C'est quelque chose que j'essaie de rattraper, c'est pour ça que j'ai vu ce film aussi, c'est que de temps en temps, je me dis, tiens, si je veux un film d'horreur, je vais essayer de regarder un giallo pour découvrir un peu, pour essayer de comprendre, etc. Ce qui fait que quand je suis devant un giallo, je remarque pas forcément toujours les codes, je remarque un peu la lumière, je remarque le côté un peu grand guignolesque dans les meurtres sanguinolents, etc. Et j'avais été surpris un peu parce que dans Le Tueur de New York, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que les trucs que j'ai identifiés comme étant du giallo, je ne les retrouve pas vraiment ici. Et effectivement, après, j'ai fait un peu des recherches et c'est même considéré, des fois, c'est considéré comme un des derniers giallo et en même temps, ça a la particularité d'être considéré comme un anti-giallo, comme un film où Lucio Fulci fait une croix sur les grandes lumières, sur les meurtres complètement fous, etc.
Et il fait quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, et ça a assez surpris la presse, notamment italienne, qui a complètement descendu le film. Donc je ne sais pas si le film essayait de toucher un autre public et que du coup ça n'a pas trop marché parce qu'il n'a pas été bien accueilli, ou s'il voulait juste passer à autre chose, je ne sais pas du tout. Mais du coup c'est intéressant qu'un des derniers Giallo ne soit apparemment pas vraiment ça. C'est un film qui est aussi moins, où il y a moins de suspense, qui est moins trash de l'autre film de Lucio Fulci qu'on avait classé, je sais plus où il est, Beyond d'ici, il me semble que c'est celui-là. Il est plus axé, et ça c'est intéressant, et c'est un film qui est plus axé sur l'érotisme. On a pas mal de scènes, on a quelques scènes érotiques, et elles sont même, je pense qu'elles prennent plus de temps de film que des scènes de meurtre. Donc on est sur un genre de film un peu différent, assez particulier. Pour moi, il s'inscrit plus dans le film érotique, du coup, il s'inscrit presque plus dans le film érotique que le film d'horreur. Même s'il reste très soft. En fait, dans les deux cas, il reste soft, et ça le rend assez particulier. Le pire, c'est que les images, ça passe, mais oui, la bande-son, yerk. On va y revenir. On va clairement revenir là-dessus. Mon avis, c'est que j'ai lu pas mal de choses, j'ai lu pas mal de textes qui parlaient du film comme étant assez pessimiste, et je suis totalement d'accord avec ça. Il y a quelque chose de très pessimiste dans le film. La caméra est assez brute, on essaye pas mal de filmer le réel, de filmer les rues de New York, de filmer en extérieur, etc. Et la manière dont les meurtres sont menés, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que personne n'est à l'abri. Souvent, ça va être par exemple les personnages féminins. Ça va être les méchants, ça va être, etc. Là, non, il y a à peu près personne qui est à l'abri, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent mourir, des hommes qui peuvent mourir, etc. Même le cocon familial, la structure familiale, le père, la mère, l'enfant, n'est pas à l'abri d'un meurtre. Alors qu'en général, il y a plein de personnages qui, parce qu'ils ont une certaine hauteur morale, eux vont être à l'abri du meurtre. Ils vont être pourchassés, mais ils ne méritent pas la mort. Et le public serait triste s'ils meurent, de coup, on les garde en vie. Là, c'est pas le cas. Là, à peu près n'importe qui peut mourir. Et en plus, les gens qu'on suit ont plutôt tendance à pas être des gens... à avoir certaines déviances aussi. Ce qui est assez particulier, ce qui va mener à certaines scènes érotiques assez particulières. Et voilà. Par contre, le film en soi, je le trouve pas... Au-delà de ça, le reste pour moi, je ne trouve pas le film particulièrement intéressant ni marquant. C'est-à-dire que il est quand même long et assez décousu. Il y a un problème qui est qu'on suit une enquête policière, mais c'est une enquête qui n'avance jamais, étant donné que la personne qui va faire avancer l'enquête, c'est toujours le méchant. Et le gentil n'arrive pas à avoir un coup d'avance. C'est le problème du dernier Batman avec Robert Pattinson, où c'est toujours l'homme mystère qui va faire avancer l'enquête et qui va mener le film là où il doit aller, ce qui du coup fait perdre un petit peu en suspense la question de comment le personnage va réussir à évoluer et va avancer. C'est quelque chose par exemple que Seven avait réussi à prendre le contre-pied. Dans Seven, le méchant a constamment un pas d'avance, mais à certains moments, les enquêteurs arrivent quand même à le devancer et à le surprendre. Et c'est là où le film réussit très bien, quoi. Ici, non. Ici, on est vraiment sur une enquête qui sert plus de fil rouge pour relier certaines scènes entre elles. Des scènes qui sont souvent pas très intéressantes. Ça fait qu'on fait exister des personnages dont on se fout un peu. On fait exister des personnages uniquement pour créer du suspense aussi. Et ça crée un tout assez décousu et assez laborieux à suivre, à raconter. Mais je trouve que, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant de Lucio Fulci, je trouve que je n'aime pas du tout la manière qu'il a de développer des scénarios. Je trouve qu'il se perd beaucoup dans beaucoup de choses et qu'il gagnerait à aller beaucoup plus, à assumer quelque chose de beaucoup plus expérimental et à s'en foutre un peu plus du scénario. Mais après, encore une fois, j'ai pas vu. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas vu de ce réalisateur. Hein. Je connais pas grand chose. J'ai vu 3 films de lui au total, donc à prendre avec des pincettes. Mais les 3 fois, pour moi, il y a une question du scénario qui n'est pas assez radicale et qui devrait être soit plus en retrait, soit mieux gérée. Et voilà. Et c'est le cas notamment de ce film-là. En plus, de manière générale, du coup, ça fait que le rythme est laborieux, étant donné que, vu qu'on va essayer de relier un peu toutes ces scènes, etc., on va passer beaucoup de temps à avoir des scènes qui servent juste
à essayer de nous mener sur une piste pour justifier que les personnages aillent à un endroit pour qu'il y ait un meurtre, pour ensuite partir sur autre chose, etc. Et du coup, on se dit, bah là, on vient de perdre 20 minutes de temps parce que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qui nous reste, c'est les meurtres, et les meurtres ne sont pas très intéressants. J'en ai retenu un qui est un peu... qui fait mal. Un qui fait mal. Un où mes sentiments d'empathie se sont réveillés, je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'être la victime, c'est terrible. Et sinon, ça passe à côté. Mais surtout, je suis obligé de parler de l'éléphant au milieu de la pièce, là, parce que vous l'avez mentionné dans le chat. Le tueur. Le tueur, c'est Donald Duck. Le tueur, il a une voix de canard, il fait... Et c'est très, très compliqué de créer de la tension, du suspense, etc. quand t'entends Donald Duck vouloir tuer des gens. Et je n'arrive pas... Encore maintenant, je ne sais pas si... En fait, cette chose m'a fasciné. Cette idée m'a fasciné. Les appels du tueur, où littéralement on l'entend parler au téléphone comme Donald Duck, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, le film? Et j'arrive toujours pas maintenant à trancher entre est-ce que c'est la pire idée ou la meilleure idée du film. C'est fou. C'est fou de faire ça. C'est fou d'avoir osé faire ça. De se rendre compte que c'est nul, parce que c'est nul. L'effet, il marche pas. Le tueur, il est absolument pas... Il fait absolument pas peur. Et il gâche les scènes où il est censé y avoir de l'angoisse, et je sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais c'est génial de voir un personnage féminin... dans une ruelle, un peu sombre, un peu glauque et tout, regarder derrière elle, pas être sûr, avoir une musique un peu de tension, et d'un coup entendre... C'est incroyable d'avoir fait ça. C'est incroyable d'avoir fait ça. Donc vraiment, c'est le truc qu'il faut retenir de ce film. C'est que le tueur, il a la voix de Donald Duck. Et ça, c'est fou. C'est justifié dans le film, c'est justifié scénaristiquement, mais encore une fois, la justification scénaristique, on s'en fout. On s'en fout, elle n'est pas très intéressante, et elle apporte pas grand chose, quoi. Du coup, pour moi, c'est un nope. C'est un nope qui est quand même moins nope que Rebel Moon, hein, parce que voilà, c'est un nope qui va, je pense, c'est un nope qui va derrière Primol, qui a quand même, pour qui j'ai quand même une once d'empathie pour ces créatures assez folles, assez marrantes, etc. Il va aller là. C'est très bien. Hop là. Et une famille respectable derrière aussi. Hop. On a vraiment des films pas très bien dans les noms, je me rends compte, c'est bien.